Oui. Oui. Bah, à l'atelier. Ouais. Alexis travaille dans une papeterie qui emploie 300 personnes. Détenteur d'un BTS électrotechnique, il exerce la responsabilité de coordinateur maintenance. Sur ce site, 3 machines produisent du papier à usage médical et hospitalier. La plus importante de ces machines est aujourd'hui arrêtée pour les opérations mensuelles d'entretien et de maintenance. Le rôle du coordinateur, il y a le rôle de tous les jours. Donc le rôle, c'est en relation avec les responsables machines, voir tous les problèmes qu'eux ils rencontrent quotidiennement sur les machines. Donc on en prend note, on voit les choses que l'on peut faire réaliser tout de suite ou dans les jours à venir. Et après, sur les arrêts programmés, on va faire les autres travaux qui nécessitent donc un arrêt de la machine. Il t'a fait voir, Jean-Luc, la vanne a changé en plus. Non, on verra après ça. Elle est juste à côté de ce Fais-moi voir. Ah ouais, c'est celle qu'il y a là. Alors par contre, avant, on verra pour voir si le bassin de caisse il est bien vide. Bon d'accord, voilà, ok. Bon, on la décollera, on la défera un peu, bon, ça se vide, on verra. Sur cette journée, la responsabilité du coordinateur, c'est de faire que tout se passe bien en sécurité. Parce qu'évidemment, il y a des sous-traitants qui interviennent. Il y a entre 5 et 15 sous-traitants suivant les arrêts. Donc il faut les encadrer, leur expliquer les risques par rapport à l'endroit où ils vont travailler. Après, il y a tous les gens internes à l'usine, tous les gens de fabrication qui, eux, connaissent leur métier. Et il faut qu'on arrive à donc, coordonner les travaux avec les gens de l'extérieur pour que tout se passe dans les meilleures conditions. Allô? Jean-Luc, Alexis, j'ai vu s'ils n'aiment pas. Ils vont attaquer le démontage, là. Ils ont fini au niveau du rouleau égoutteur. Voilà. Il y a rien de spécial? Oui, il y a celui du... Celui-là, l'aspirant ou quoi? Non, il y en a un là-bas. C'est le vieux, le cylindre aspirant. Celui qu'en travers, tu sais. Ah, c'est rouleau de pied. Rouleau de pied, les charbons à contrôler au prochain arrêt. Là, ils sont bons encore, mais il faudra les surveiller. Pour moi, il faut les changer. Là, ils sont raides. C'est ce que Bob il a fait la dernière fois, ça. Ouais, Mais ils ont un peu de temps, ouais. Alors, on le voit, ils sont complètement granuleux et puis coupants. Ah, on change, ils sont fatigués. Voilà. Allez. Allez chercher les neufs. Bon, on fait le point. Ouais. Alors, là, attends, Grégory vient de nous dire quoi? Il a tombé le crêpeur, là. Le crêpeur est en bas. Le crêpeur, il est en bas. La courroie, elle a rien. La courroie, Et, elle a rien. ils ont resserré la virole. desserrée. Elle était complètement desserrée, donc ça, c'est bon. Et au niveau électrique, on va aller voir ça. Certaines machines à papier, le taux d'arrêt coûte très cher. Donc évidemment, pour nous, le temps, c'est assez important. Plus une machine est arrêtée, moins on fabriquera, moins on vendra. Donc pour nous, il faut être efficace, travailler en sécurité et aussi essayer d'aller au plus vite. Ce métier peut engendrer du stress, de la fatigue. Je prends l'exemple du week-end où on est d'astreinte du vendredi soir au lundi matin. Il y a un électricien et un mécanicien pour toutes les pannes de l'usine. Donc on peut avoir un week-end tranquille où on a 2-3 heures de dépannage dans le week-end, ou on peut avoir 20, 25, 30 heures de dépannage dans le week-end. Ça, c'est fait, ça, c'est fait. Depuis un moment, ça. Qu'est-ce qui reste là? Ça, c'est fait. Ça, t'as fait? Ouais. Ça, c'est bon. Et là, 16h45. Voilà. C'est fini.
Depuis 11 ans, Danielle est ouvrière dans une usine de 250 personnes où l'on conditionne des salades, des crudités et des fruits pour la restauration rapide et la grande distribution. À 53 ans, elle a déjà occupé de nombreux emplois. J'ai aucune formation, je suis sortie de l'école, j'avais 13 ans et demi. Ensuite, je me suis lancée dans la vie active, ce qui fait que j'ai toujours travaillé. Femme de chambre, plongeuse, serveuse, beaucoup d'hôtellerie, beaucoup. Et ensuite, j'ai travaillé dans les champs. Et ensuite, chez des petits producteurs de salade. Et ensuite, j'ai trouvé l'usine, donc j'y suis entrée. Bonjour, je passe sur la ligne 2B. Hein? Ouais, à Lisbeth. Il y a plein de fois à tourner, d'accord? Danielle travaille en moyenne 35 heures par semaine. Selon les besoins de l'entreprise, elle peut être amenée à effectuer des horaires hebdomadaires allant jusqu'à 42 heures. Je ne travaille plus le matin parce que je suis fatiguée. Je n'arrivais plus à suivre. Je l'ai fait pendant 8 ans, les 8 années où j'arrivais à 4 heures du matin. On faisait des heures supplémentaires en vue, voilà. Et ensuite, mon corps n'a plus voulu suivre. Donc la fatigue s'est accumulée. Et j'ai demandé à passer d'après-midi, en équipe de journée, vu qu'il y avait une équipe de journée. Il faut être le plus rapide possible, hein, ne pas perdre de temps. C'est-à-dire que sur une salade, dès que vous la prenez, vous les videz, vous la tournez dans la paume de la main pour voir si elle est propre. Si elle est propre, vous la posez, vous en prenez une autre, ainsi de suite. Vous ne perdez pas de temps à regarder à droite, à gauche. Donc on est de plus en plus rapide. Selon les besoins de la production, la chef de l'atelier où travaille Danielle peut demander à tout moment à celle-ci de changer de poste. Allez, mettez-vous à poste, j'arrive. C'est tout le temps répétitif. Mesdames, s'il vous plaît, c'est la pause. Daniel, tu iras sur la blette, s'il te plaît? D'accord.
Dès que vous rentrez dans l'entreprise, on vous explique qu'il faut donner le meilleur de vous-même. Donc, on donne le meilleur de soi-même, mais il y a des jours où on a des hauts et des bas. Les chefs de table nous expliquent si on a fait un bon rendement, question perte sur la salade. On le sait, parce que les chefs de table nous l'expliquent. On est content parce qu'on dit, bon, on a bien travaillé, on a donné le maximum. On est fiers même, ce qui est normal. Fabrice travaille depuis 4 ans et demi dans une menuiserie aluminium de 50 salariés. C'est son premier emploi. En amont de la production, il débite les profilés aluminium à l'aide d'une machine à commande numérique. Il constitue des lots dont les éléments seront usinés puis assemblés dans la zone voisine. J'ai commencé par une 3e, 4e techno, où on explore un peu tous les métiers dans le bâtiment. Après, j'ai continué avec un CAP BEP bois, une formation complémentaire matériaux aluminium et un CAP aluminium. En fait, je me suis fait repérer à un stage. Disons qu'au cours de l'année, on avait 3 mois de stage de formation dans une entreprise, donc, et j'en ai fait 2 ici. Et au bout du 2e, ils m'ont dit, quand tu as fini ton CAP, tu peux revenir. La plupart de mon temps passé à mon poste se résume à tronçonner des barres et les 10 autres pourcents servent au nettoyage et à l'entretien de la machine. La principale difficulté est la fatigue physique et aussi la pression au niveau du temps. Disons qu'on reçoit le lot avec un temps défini qu'on ne connaît pas et il faut le faire un minimum de temps possible. Donc c'est au plus vite et au plus propre aussi, quoi. Et aussi, il y a une autre difficulté qui est l'espace, c'est-à-dire que vu que mes barres font 6,60 m, j'ai parfois du mal à les tourner, ce qui est une contrainte supplémentaire. En fin de semaine, Fabrice procède au nettoyage de son poste de travail et il change toutes les 3 semaines les lames de la débiteuse.
niveau des horaires, c'est assez simple. Quand il n'y a pas de travail, on fait les heures normales. Et dès que, par exemple, l'été arrive ou la fin de l'année, on commence à monter en heures supplémentaires. C'est pas spécialement conséquent, on ne dépasse pas les 40 heures par semaine. Frédéric travaille dans une entreprise de 350 personnes qui fabrique en série des carnets de papier à cigarettes. Il a 40 ans et 18 ans d'ancienneté dans l'entreprise. Doté d'un bac professionnel, il a occupé différents emplois de maintenance industrielle avant qu'on lui confie la responsabilité de support régleur. Frédéric supervise le réglage des machines de 2 ateliers de l'entreprise. Est-ce que tu peux te libérer pour aller sur l'Erner, c'est la 3 je crois, hein, l'Erner 3 sur... La mission du support régleur, c'est d'aider les jeunes régleurs dans leur travail, de les former, de former les conducteurs machines, de m'occuper de tout ce qui est mise au point des machines, des transformations machines, des changements de format. Frédéric intervient en renfort des régleurs, notamment lors d'opérations qui nécessitent une connaissance approfondie de la machine. Il exerce également un contrôle préventif des machines. J'ai un planning de mois, de semaines et de journées, c'est-à-dire selon les imprévus sur machine, c'est-à-dire les pannes, et selon les changements de format, c'est-à-dire que selon les commandes, on peut être amené à changer dans la journée un format qui n'était pas prévu. Ça va Frédéric? Bon. T'as des trucs particuliers à voir? Oui, plutôt l'air là. L'air du 6 là. Il y a apparemment des problèmes au niveau de l'entrée du barillet. On doit jongler entre la planification qui a été faite au début de mois ou au début de semaine et tous les imprévus de panne machine, les pannes mécaniques, pannes électriques, qui surviennent pendant les 3-8 des productions. On n'a pas d'astreinte vu qu'on a des équipes de régleurs qui tournent en 3-8. Mais il nous arrive de partir beaucoup plus tard lorsqu'une machine est en panne et qu'il faut vraiment qu'elle tourne. Je peux être amené à venir plus tôt s'il y a un gros problème ou à rester plus tard si une machine est en panne. Les courroies rouges, on les a remplacés par ça justement. T'as plus du tout de courroie rouge? Non. Là, il t'en reste un. Ouais, ça c'est les R41. Voilà, c'est celle qu'on utilisait avant ça. Et ça, c'est du 4? Allez, on teste.
Les contraintes, c'est de travailler dans le bruit, de travailler sur de nombreuses machines. Et on travaille souvent carter ouvert. On est obligé de travailler carter ouvert parce qu'on doit approcher de la machine. C'est-à-dire qu'on manipule la machine souvent en fonctionnement. Donc il faut faire très attention, on a des joysticks, on a beaucoup de choses qui nous protègent, mais il faut être attentionné à chaque moment. Jean-Claude travaille depuis 18 ans chez un fabricant de piscines en polyester. L'entreprise emploie 15 personnes en fabrication. Les moules qui serviront à produire les piscines sont d'abord cirés. Ils sont ensuite peints au moyen de gel-coat, puis recouverts de résine et de fibres de verre. Lors du démoulage, la peinture se désolidarise du moule et adhère à la surface intérieure des piscines. Le cirage, qui n'intervient qu'après 5 ou 6 utilisations du moule, garantit le succès du démoulage. Carrossier à l'origine, Jean-Claude est l'un des 2 peintres de l'entreprise. Quand je suis arrivé, j'ai appris un peu sur le tas, quoi. Il y avait le chef d'atelier, à l'époque on n'était pas nombreux, donc on était 3 ou 4, et il s'occupait de m'apprendre peu à peu. Au début, il n'y avait pas chacun à un poste. L'ouvrier faisait tout, il commençait, il cirait la piscine, il a démoulé, il a fabriqué, il faisait tout. Ben moi ici je suis responsable du cirage, entretien des moules et surtout du gel-coat. Après je fais la manutention des moules parce que je vais me les chercher, je les enlève. Maintenant s'il manque quelqu'un qui est malade ou qui n'a pas pu venir ou quoi, ben, je peux aller stratifier parce que je stratifie avant, quoi. Je peins 10 piscines par semaine. 2 par jour. Et après, en saison, par contre, j'en peins 12 par semaine. Et là, on est fin mars, donc la saison commence. Les gens veulent les piscines avant l'été. La plupart, ils s'y prennent toujours au dernier moment. Donc, on cumule les commandes. Malgré un peu de stock qu'il y a, on est obligé de produire plus que le reste de l'année.
le plus souvent, je mets des gants. Soit en latex pour garder la dextérité du geste, mais sinon avec des gros gants pour protéger le maximum. Surtout tout ce qui est catalyseur, nettoyant, acétone, tout ça. Là, le gel coat en lui-même n'est pas trop agressif et puis on ne s'en met pas trop sur les mains. C'est un peu lassant à force. Bon, les modèles ne sont pas les mêmes non plus. Il y a des changements de couleur, il y a de l'entretien de machine aussi qu'on n'a pas vu. J'ai des filtres à changer, des fois des réparations à faire. Mais bon, c'est vrai que c'est répétitif. Lilian travaille dans une ébénisterie artisanale depuis 18 ans. Il y a été embauché dès l'obtention de son CAP d'ébéniste. L'entreprise, créée en 1888, conçoit des meubles sur mesure pour une clientèle de particuliers. 6 ouvriers assemblent ou restaurent en atelier de 10 à 15 meubles par mois. Quand on démarre un meuble, nous sommes limités par avec un temps, donc qui rentre en ligne de compte par rapport au devis. Si on dépasse ce temps, le devis est dépassé, donc une perte d'argent. On pratique un briefing au niveau du plan avec le patron, donc, et à partir de là, on est libre cours de notre meuble. Pour le collage des baguettes, voilà, ouais. Il y a le passage de scie ici qui va en prendre une partie. Donc il faut qu'on ait un petit peu de recoupe d'un côté ou de l'autre. Okay. Il faudra s'en méfier parce que c'est pas évident ça. Tout se gagne au départ. Il suffit de bien calculer l'analyse de fabrication et à partir de là, tout roule. Chaque ouvrier est responsable du meuble qui lui est confié. Il passe donc fréquemment des machines à l'établi où il effectue le montage du meuble. De plus, Lilian partage avec le patron la responsabilité du débit pour l'ensemble de l'atelier.
Les difficultés, on ne les voit pas. Il suffit de faire très attention à respecter les consignes, c'est-à-dire toutes les méthodes de sécurité, donc, avant tout, et puis pas prendre de risques inutiles, quoi. Ce qu'il faut surtout faire attention, c'est le rangement, déjà, avant tout. Éviter de se mettre des obstacles un peu partout. Donc, mais après, essayer de se respecter les uns et les autres par rapport à l'encombrement. C'est le tiroir qui fait 8,5. Voilà. Le caisson, il va faire pratiquement 11 cm. Déjà au départ, par rapport au plan, on a augmenté cette mesure. D'accord. Bon, mais on continue comme ça. Tant que j'avais rien fait, ouais, c'est bon, quoi. Très bien. Voilà. Louis travaille depuis 18 ans dans une menuiserie aluminium. Il est responsable de l'atelier où sont assemblées de façon semi-industrielle les menuiseries fixes. Il dirige 15 personnes. J'ai un CAP de menuisier bois. Je suis rentré en tant qu'ouvrier apprenti et puis bon, j'ai monté les échelons au fur et à mesure des années, quoi. Au fur et à mesure que ça grossissait, moi on m'a proposé le poste de chef d'atelier comme ils auraient pu le proposer à quelqu'un d'autre. Tu me débiteras 5 centres. Nous, on a appris sur le tas, hein, je veux dire, on était 4 personnes et aujourd'hui, on est 50 personnes. Tu as la gestion des heures pour les gars, la gestion des congés pour les gars. Après, au niveau technique, quand le bureau d'études nous demande, par exemple, un châssis un peu spécial à faire, et il me consulte avant de se lancer au hasard. Je peux occuper un poste de monteur ou d'usineur ou de débiteur ou de vitreur. Quand il y a des coups de bourre, ouais, je me mets à l'établi à la place de quelqu'un. Ou quand quelqu'un est malade, bon, j'essaie de filer la main aux gens. Alors ça, c'est le repère 10. Ouais. Alain, les bâtons maréchal, là, ils arrivent quand? Demain? Bon. Tu me l'amènes déjà à ma chaîne là-bas. Tu lui dis c'est le 5015. Allez, qui me la coupe déjà. J'arrive en général à 7h le matin. Le soir c'est 6h, 7h. Je suis à la bourre partout, j'ai un chantier qui est là-bas dessus. Tous les petits soucis, tous les petits tracas de tous les jours entre les ruptures de stock, les trucs comme ça. Bon, c'est vrai que c'est épuisant à la fin de la journée, quoi.
Les contraintes, c'est surtout cela, quoi. Je veux dire, le fait de produire et de livrer à temps et à heure voulue, quoi, c'est tout. Attendez 2 minutes, je prends un stylo. L'entreprise où travaille Louis venant d'être rachetée par le 4e gamiste européen, ses objectifs de production seront vraisemblablement amenés à évoluer. Inquiet, ouais, comme tout le monde, je pense, parce qu'on ne sait pas trop où c'est qu'on va. Parce que bon, c'est des gros groupes, ils savent de quoi ils parlent, ils savent comment manager. Bon, nous, on ne connaît pas trop. Nous, là, on a eu affaire à des gens qui étaient artisans au départ et qui sont devenus gros au fur et à mesure, quoi. Je pense qu'ils vont nous en demander beaucoup plus que ce qu'on peut en fournir, quoi, c'est clair. Ouais, le soir, je suis fatigué. Ouais. Ça va la journée, je me déplace bien, mais quand j'arrive à la maison, en général, à 8 h, je m'endors sur la table et tout ça, quoi. Patrick est magasinier dans une menuiserie aluminium de 50 personnes. Il est entré dans l'entreprise il y a 14 ans, après avoir obtenu un brevet technologique puis un BEP agricole. Affecté à la gestion des vitrages, il les réceptionne, en vérifie la qualité, s'assure que les livraisons ont été correctement facturées par les fournisseurs, puis prépare des lots pour la production. 06. Et après, il y a 3 fenêtres. C'est un châssis composé, hein, avec 3 fenêtres et 2 oscillos. Hein, c'est ça. Bon, allez, ok. Tu as 2 chariots vides avec un gabarit dessus. Ouais. Impératif à reprendre. Le vitrage est déchargé donc, du camion. On le stocke pendant, des fois, c'est un bref délai, quoi, d'1 heure, quoi, parce qu'après, on est obligé d'enchaîner sur la préparation de l'eau pour la production. Dans la journée même, il faut que le vitrage soit préparé dès qu'il arrive. Le vitrage, ça fait un certain poids. On est essentiellement tout seul à le préparer. Bon, on a des collègues qui, de la production, quand on a besoin d'un coup de main, donc qui viennent. Mais bon, le poids fait partie d'une contrainte assez gênante. Oui, Patrick, oui. Ouais. Patrick fait partie des quelques ouvriers habilités, après avoir suivi une formation, à utiliser le pont roulant. Un pont roulant dont l'usage est réservé au déchargement des profilés et, à de rares occasions, au déchargement des vitrages sur cadre. Je m'occupe essentiellement donc, du vitrage, mais en plus, je m'occupe donc de remplacer des collègues au secteur livraison, donc déchargement des camions, chargement, contrôle donc, de la marchandise qui est arrivée.
C'est occasionnel. Dans la semaine, ça représente on va dire, demi-journée, quoi. C'est pour pallier des absences donc, de mes collègues donc, qui sont soit occupés en réunion ou à autre chose, ou en stage, ou en absence RTT ou congé. Hein, voilà. Le chauffeur il a d'autres clients, donc il faut, on ne peut pas dire on va attendre, non on ne peut pas, il faut le décharger de suite. C'est de la marchandise qu'on peut avoir besoin en production, donc c'est des contraintes. Autant il faut faire très attention pour décharger, il faut aller vite, mais sans trop être vraiment... Il faut faire très attention. Sabine travaille dans une entreprise de 53 personnes où l'on fabrique de la charcuterie et des plats cuisinés. Employée dans l'atelier de conditionnement, elle est responsable de la finition et de l'emballage des terrines de tripes et de pâtés. Elle participe également, en fonction des commandes, au conditionnement d'autres produits. La température de l'atelier est de 5 degrés. On a un planning de la semaine que notre responsable a, donc on a tendance à le regarder et on sait en gros vraiment ce qu'il y a de la veille au lendemain, on sait ce qu'il y a à faire. Pour une semaine, on a le planning d'une semaine. De travailler dans un local froid au début, c'est surprenant. Ça. Bon, après, comme on bouge beaucoup, on ne le sent plus. Hein. À la fin, même des fois, on enlève des pulls. Hein, tellement Mais bon, c'est vrai qu'au départ, quelqu'un qui n'est pas habitué, les mains, les pieds, c'est le plus délicat.
2 équipes de 3 personnes travaillent au conditionnement. L'équipe du matin, de 6h30 à 13h15, l'équipe de l'après-midi, à laquelle appartient Sabine, de 10h à 16h45, avec une pause de 20 minutes. En saison haute, les horaires sont allongés d'1 heure et les équipes peuvent être renforcées. Le matin, quand on arrive, on sait où on doit aller, on est vraiment placé. C'est après, une fois qu'on a terminé notre poste, qu'on change. Où il y a des jours, on va rester vraiment posé sur les pâtés, il y a des jours, on va être posé, placé partout. La difficulté principale, c'est qu'on soulève beaucoup de poids. À la fin de la journée, c'est vrai qu'on les a sur les épaules. Hein. On le sent. C'est fatigant. C'est un travail qui est fatigant. Et voilà. Après 2 ans d'apprentissage, puis une année de seconde en lycée technique, Stéphane quitte l'école et passe un permis de transport en commun. Il travaille 1 an dans une entreprise de transport, fait son service militaire, puis connaît le chômage. Il travaille aujourd'hui comme laveur intérimaire dans cette entreprise de 350 personnes qui produit des équipements pour les camions bennes. Depuis que je suis dans la vie active en 1995, j'ai fait différentes formations. Puis en 2001, j'ai commencé en intérim et ça fait maintenant 4 ans. J'ai fait quelques missions, pas mal, une dizaine de missions depuis 4 ans. Mon rôle principal, c'est de fournir les chariots vides dans l'usine même pour qu'eux me mettent des équipements à laver dessus. Moi de là, je les sors avec le Fenwick, je les lave. Il faut que je rentre des chariots vides pour qu'ils puissent rapprovisionner. Et puis voilà, après je fais un peu de manutention, je remplace le peintre quand il n'est pas là, je fais de la peinture.
30 cm, 4 litres 5 et 2 litres d'essence. Quand je commence ma journée, je ne sais pas du tout ce qu'il va y avoir à faire dans la journée. Donc je le sais au fur et à mesure que ça arrive, quoi. Pour les produits, je n'ai pas eu de formation spéciale. J'ai posé des questions. J'ai la sécurité qui se sont renseignés un peu sur la qualité des produits, tout ça, mais bon, apparemment, ce n'est pas des produits nocifs pour la santé. Enfin. En ce moment, le plus difficile, c'est de travailler au froid le matin. L'hiver surtout, c'est pas très agréable. Le fait d'être intérimaire, c'est vrai que bon, du jour au lendemain, on peut nous dire bon, mais ton contrat se finit. Et puis c'est vrai que quand on a une famille, loyer à payer, plein de choses à payer, que du jour au lendemain, on nous dit le contrat se finit. C'est vrai que c'est pas évident, mais bon, d'un côté, on sait à quoi s'attendre quand on est intérimaire. Johan a obtenu un CAP de serrurerie lors d'un apprentissage chez un artisan. Il a ensuite été embauché comme perceur dans cette entreprise métallurgique de 350 personnes. Après une formation, on lui a attribué un poste de cariste. Son rôle est de préparer des lots d'éléments qui seront ensuite acheminés vers l'unité d'assemblage distante de 800 mètres. Le matin, je reçois un planning, j'ai des chiffres, je les note sur mon petit carnet. Après, je regarde si j'ai mes éléments,
je les mets en palette. Et quand la palette est finie, ben, je la mets dehors à expédition. Les chaînes, ça n'allait pas. Ça fait que j'ai demandé d'avoir des nouvelles chaînes en 4, que j'en avais qu'en 2. Après, j'ai demandé d'avoir une formation pour pouvoir savoir attacher les éléments avec. On m'a donné un gars qui m'a montré quelques endroits à accrocher, mais sans plus. En dehors de la préparation des lots, Johan est responsable de l'enlèvement des déchets produits par l'unité où il travaille. Johan peut également être amené à charger le camion qui fait la navette entre les 2 sites de l'usine. Quand le collègue n'est pas là, qu'il a un jour RTT ou en congé ou en arrêt maladie, là je le remplace, je charge le camion, je le décharge. Quand j'ai fini mes palettes, ben je range ou alors j'en prépare d'autres pour m'avancer pour le lendemain ou pour la semaine. Ça fait que quand il y a des coups de bourre, eh ben, j'ai pas le couteau sous la gorge. Et quand j'ai fini, que j'ai vraiment plus rien à faire, eh ben, je nettoie, je passe à l'aspirateur. Il y a de temps en temps un chef qui vient me voir en me disant ça va, tout va bien, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Je fais non, il n'y a pas de problème. Sinon on ne me contrôle pas spécialement. Je travaille tout seul en fait. Pour repérer les dangers et identifier les risques d'atteinte à la santé, il est indispensable de décrire les situations réelles de travail. Apprenons à décrire une situation de travail en analysant l'activité de Fabrice. Commençons par nous demander qui est Fabrice. Fabrice travaille depuis 4 ans et demi dans une menuiserie aluminium de 50 salariés. En amont de la production, il débite les profilés aluminium à l'aide d'une machine à commande numérique. C'est son premier emploi. J'ai commencé par une 3e, 4e techno, où on explore un peu tous les métiers dans le bâtiment. Après, j'ai continué avec un CAP BEP bois, une formation complémentaire matériaux aluminium et un CAP aluminium. Demandons-nous maintenant, que fait Fabrice? Comment? Fabrice tire et pousse seul un chariot de profilé pour approvisionner son poste de travail. Avec quoi? Avec un chariot à roulettes à main nue. Où? Dans quel environnement? Dans un espace où sont stockés des profilés et des cadres de menuiserie sur un sol jonché de copeaux.
les phases de l'activité de Fabrice peuvent être décrites comme nous venons de le faire. Nous avons choisi de nous arrêter sur 3 moments de son travail pour les décrire et y repérer les dangers en les surlignant en rouge. Que fait Fabrice? Comment? Il soulève seul un profilé de 6,60 m en le faisant passer à bout de bras au-dessus de la tête. Avec quoi? À main nue. Où? Dans quel environnement? Dans un espace ouvert, sous un éclairage artificiel. Fabrice tronçonne un profilé debout, avec une machine à commande numérique. Devant le pupitre de commande, dans un environnement poussiéreux où le niveau sonore est de 87 décibels. Fabrice nettoie le sol à genoux, courbé, bras tendus sous la machine. Avec une soufflette, à main nue. Entre la machine et le mur, dans un environnement poussiéreux. Décrire la situation de travail de Fabrice, c'est aussi s'intéresser à l'aménagement de son temps de travail, à ses horaires et aux délais qu'il doit respecter. La principale difficulté est la fatigue physique et aussi la pression au niveau du temps. Disons qu'on reçoit le lot avec un temps défini qu'on ne connaît pas et il faut le faire un minimum de temps possible. Donc c'est au plus vite et au plus propre aussi, quoi. Au niveau des horaires, c'est assez simple. Quand il n'y a pas de travail, on fait les heures normales et dès que, par exemple, l'été arrive ou la fin de l'année, on commence à monter en heures supplémentaires. C'est pas spécialement conséquent, on ne dépasse pas les 40 heures par semaine. Qui est l'opérateur? Que fait-il? Comment? Avec quels outils? Quels matériaux? Où? Dans quel environnement? Dans quel délai? Quels horaires? Ce sont les questions à se poser lorsque l'on souhaite identifier les dangers et les risques d'atteinte à la santé de toute situation de travail. Nous venons de décrire quelques phases d'une situation de travail qui présente des dangers. Ces dangers peuvent conduire à des maladies professionnelles ou à des accidents. Identifions maintenant quelques risques d'atteinte à la santé pour Fabrice. Lorsque Fabrice tire et pousse seul un chariot de profilé, ses postures peuvent provoquer des tendinites et des lombalgies. Il risque des contusions en se heurtant aux produits stockés sur son chemin. Quand Fabrice soulève les profilés, il les porte à bout de bras en les faisant passer par-dessus la tête. Cette opération répétée quotidiennement peut provoquer des douleurs musculaires ou articulaires et des tendinites.
Lorsque Fabrice tronçonne le profilé, debout devant son pupitre, il risque une lésion oculaire par projection de copeaux d'aluminium. Le niveau sonore de la scie circulaire, cumulé à celui des autres machines de l'atelier, peut provoquer une surdité professionnelle. Lorsque Fabrice nettoie le sol, à genoux, courbé, bras tendus sous la machine, il respire des poussières d'aluminium. Ces poussières peuvent engendrer des maladies respiratoires. Quand il se baisse et qu'il se lève entre le mur et le bâti de la machine, il peut s'entailler la main ou la tête. Coupures, contusions, tendinite, lombalgie, lésions oculaires, surdité, maladies respiratoires. Voici quelques risques d'atteinte à la santé pour Fabrice. C'est la description détaillée de la situation de travail qui permet de mettre en évidence ces risques et d'envisager les mesures de prévention adaptées.